Il y a 10 à 9 jours, Donald Trump s'est présenté devant le public américain dans une allocution nationale officielle et a répété 3 mots. Argent vert, argent vert. Il faisait référence à 1,7 milliard de dollars que l'ancien président Barack Obama avait approuvé pour l'Iran en 2006. Il a dit qu'Obama avait retiré cet argent de banque situé en Virginie, à Washington DC et au Maryland. Il a dit que cet argent avait été transporté par avion jusqu'à Téhéran. Il a affirmé qu'Obama l'avait fait pour gagner le respect et la loyauté de l'Iran. Et il a dit que cette tentative avait échoué. Il a qualifié cela de rançon. Il a parlé de trahison. Il a décrit cette décision comme l'une des pires jamais prises par un président américain. Cette déclaration a été faite le 1er avril 2026. Il y a 3 jours, le 10 à 7 avril 2026, le média Axios a publié un reportage fondé sur 2 responsables des États-Unis et 2 autres sources au courant des discussions en cours avec l'Iran. Au centre de ces pourparlers se trouvait un seul chiffre, 20 milliards de dollars. Selon les conditions proposées, l'administration Trump libérerait environ 20 milliards de dollars d'actifs iraniens actuellement gelés dans des comptes situés en Corée du Sud, en Irak et en Europe. En échange, l'Iran transférait sa réserve d'uranium hautement enrichi, près de 2000 kg à 60% de pureté, vers un pays tiers pour dilution ou entreposage. L'objectif déclaré, selon le reportage, était de finaliser un accord plus large afin de mettre fin à la guerre dès cette fin de semaine. 20 milliards de dollars. Cet argent serait destiné au même pays que Trump décrit depuis des années comme le régime le plus violent et le plus agressif au monde. Et cela est négocié par le même dirigeant qui qualifiait 1,7 milliard de dollars de trahison il y a seulement 10 à 9 jours dans un discours national. Le montant est plus de 11 fois supérieur et il concerne le même argent vert. Voilà la situation examinée ce soir. C'est une question beaucoup plus vaste que ce que la plupart des couvertures médiatiques suggèrent, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un changement de politique. Cela montre ce qui arrive lorsqu'une stratégie fondée sur la pression se heurte aux limites politiques réelles d'un conflit qui ne s'est pas terminé comme prévu. Pour un homme qui a transformé l'expression argent vert en sermon de campagne, voir cette même formule, revenir avec un 0 ou 2 de plus, ressemble presque à une révision de politique écrite par l'ironie elle-même. Commençons maintenant par le contexte historique, parce que c'est là que repose l'importance politique de ce moment. En juillet 2015, l'administration Obama, en collaboration avec le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine et l'Union européenne, a signé avec l'Iran le plan d'action global commun. Cet accord, largement connu sous le nom de JCPOA, était structuré comme un compromis. L'Iran acceptait de limiter l'enrichissement de l'uranium à 3,67%, de réduire une grande partie de ses systèmes de centrifugeuses, d'autoriser une surveillance continue par l'Agence internationale de l'énergie atomique et d'exporter hors du pays la plus grande partie de sa réserve d'uranium enrichi. En retour, un important ensemble de sanctions internationales était levé et une partie des actifs iraniens gelés à l'étranger était libérée. Le JCPOA n'était pas un paiement versé à l'Iran. C'était un accord permettant à l'Iran de retrouver l'accès à ses propres fonds en échange de limites vérifiables imposées à ses activités nucléaires. Cependant, le 1,7 milliard de dollars sur lequel Trump s'est concentré pendant 10 ans ne faisait pas réellement partie du JCPOA. Il s'agissait d'un règlement séparé lié à un autre différend que le département d'État traitait depuis des décennies devant le tribunal des réclamations Iran-États-Unis à La Haye. Le problème initial remontait à 1979, avant la révolution iranienne. Le gouvernement du Shah avait versé aux États-Unis environ 400 millions de dollars pour du matériel militaire, principalement des avions de chasse, qui n'avaient jamais été livrés parce que la révolution avait interrompu l'entente. Pendant près de 40 ans, ce différend est resté non résolu dans le cadre d'un arbitrage international. Les avocats du gouvernement des États-Unis ont constamment conclu que l'Iran gagnerait probablement l'affaire et que, si une décision finale était rendue, les États-Unis devraient beaucoup plus que le montant initial à cause des intérêts accumulés. En janvier 2016, l'administration Obama a choisi de régler l'affaire. Le paiement comprenait 400 millions de dollars de principal et 1,3 milliard de dollars d'intérêt. Du point de vue des avocats du département du Trésor, il s'agissait d'une décision visant à
limiter le risque financier. Les fonds provenaient d'un compte spécialement créé pour payer les jugements d'arbitrage international rendus contre le gouvernement des États-Unis. C'était pas un cadeau. C'était le règlement d'une obligation financière qui existait depuis l'administration de Jimmy Carter. Il est important de souligner que la négociation a été menée par des avocats de carrière du département d'État et des fonctionnaires qui travaillaient sous des règles strictes en matière de conflit d'intérêts, d'obligations de divulgation financière. Aucun d'entre eux n'avait de relations financières personnelles avec la partie adverse. Ce détail devient important plus tard. Il faut le garder en tête parce que en 2006, la réaction politique a été intense. Les premiers 400 millions de dollars ont été livrés le même jour où l'Iran a libéré 4 prisonniers américains. Le Wall Street Journal a rapporté le moment choisi. Des sénateurs républicains ont décrit cela comme une rançon. Le sénateur Tom Cotton a affirmé qu'il s'agissait d'une rançon versée aux dirigeants iraniens pour des otages américains. Le sénateur Mark Kirk a soutenu que le transfert avait été correctement qualifié de rançon et a averti qu'il augmenterait le risque que des Américains soient capturés à l'avenir. Le sénateur Marco Rubio a qualifié le paiement d'inacceptable. Le sénateur Lindsey Graham, aujourd'hui l'un des critiques les plus virulents de l'Iran à Washington, avait déjà comparé Obama à Neville Chamberlain pour avoir signé l'accord nucléaire plus tôt cette année-là. Graham a déclaré que l'accord d'Obama mènerait à un grave conflit régional entre groupes sunnites et chiites. Il a décrit cette politique comme de l'apaisement envers un gouvernement qui soutient le terrorisme. Tout au long de la présidence Obama et pendant le premier mandat de Trump, Graham est resté l'une des voix les plus constantes au Sénat pour affirmer que toute concession financière à l'Iran constituait un échec stratégique majeur. Cette semaine, Graham a publiquement demandé au Congrès d'examiner les négociations actuelles de Trump en utilisant presque la même structure d'examen que les républicains avaient exigé pour l'accord d'Obama en 2015. C'est pas une position neutre. Cela montre qu'un sénateur qui avait fortement critiqué un règlement d'1,7 milliard de dollars signale maintenant qu'un arrangement de 20 milliards de dollars devrait faire l'objet du même niveau de surveillance parlementaire. Chacun de ces sénateurs siège encore à Washington aujourd'hui. Chacun d'eux siège dans la même chambre qui a approuvé les responsables maintenant chargés de négocier l'accord de 20 milliards de dollars. Et toutes leurs déclarations passées au sujet de l'Iran sont désormais réexaminées par les démocrates, les journalistes et les analystes politiques qui se préparent pour le prochain cycle électoral. Dans la couverture médiatique de 2016, il y avait un détail important qui avait reçu peu d'attention à l'époque, mais qui revêt maintenant une importance considérable. De hauts responsables du département de la justice s'étaient opposés en interne à l'utilisation de paiements en espèces. Ils estimaient que l'Iran pourrait interpréter le paiement comme une rançon et réagir en détenant davantage de citoyens américains et alliés. Cette préoccupation a été documentée dans des rapports du Congrès plus tard cette année-là. Dans les années qui ont suivi, alors que l'Iran détenait d'autres citoyens des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et du Canada, les critiques ont invoqué ces avertissements comme preuve que le paiement avait créé exactement l'incitation qui avait été prédite. Donald Trump, qui était alors candidat à la présidence, a largement utilisé cet argument. Il a décrit le paiement comme une rançon. Il a affirmé que les fonds soutiendraient le terrorisme. Il a dit que cette décision avait humilié les États-Unis. Il a soutenu que cela prouvait que les démocrates ne pouvaient pas être dignes de confiance sur les questions de sécurité nationale. Argent vert. Argent vert est devenu une formule répétée pendant les 10 années suivantes. Après avoir remporté la présidence, l'une des premières grandes mesures prises par son administration a été d'entamer le retrait des États-Unis du JCPOA. Retrait achevé en 2010 à 8. Ce retrait est directement lié au chiffre de 20 milliards de dollars maintenant discuté. Lorsque les États-Unis sont sortis de l'accord et ont réimposé des sanctions, les actifs iraniens détenus à l'étranger qui devaient être libérés ont été de nouveau gelés. Les revenus pétroliers de l'Iran, conservés dans des comptes en Irak, en Corée du Sud et dans plusieurs pays européens, sont devenus inaccessibles. Ces actifs sont actuellement estimés
à environ 20 milliards de dollars. C'est le montant que l'Iran tente de récupérer depuis 8 ans. C'est le chiffre décrit dans le reportage d'Axios. Maintenant, il faut considérer ce que cela signifie, parce que la structure est très claire. En 2016, Obama a approuvé 1,7 milliard de dollars pour régler un long différend juridique. Trump a passé 10 ans à décrire cela comme de l'apaisement. En 2010 à 2008, Trump s'est retiré de l'accord nucléaire et les sanctions qui ont suivi ont bloqué environ 20 milliards de dollars de fonds iraniens dans des comptes étrangers. En 2026, après avoir lancé une guerre qui a déplacé 3 millions d'Iraniens, après avoir proféré des menaces contre toute une civilisation, après avoir imposé un blocus naval, et après un cessez-le-feu qui a commencé à se désagréger en quelques heures, l'administration Trump envisagerait de libérer ces mêmes 20 milliards de dollars pour mettre fin au conflit. Le même dirigeant, le même pays, un montant plus de 11 fois supérieur, et le même récit de l'argent vert s'applique maintenant en sens inverse. Apparemment, lorsque l'argent est moins important et géré par des avocats, c'est une trahison. Lorsqu'il est plus important et enveloppé dans la gestion de crise de Trump, cela devient une stratégie avec un meilleur éclairage. Il y a 3 principales façons d'interpréter la situation, et chacune mène à une conclusion différente sur l'avenir de la guerre. La première interprétation est que 20 milliards de dollars est un chiffre de test volontairement divulgué pour mesurer la réaction politique. Trump a l'habitude de présenter des positions très élevées, d'observer la réaction du public, puis d'ajuster vers un accord plus bas qu'il peut présenter comme un succès. Le démenti surtout social, la déclaration de la Maison-Blanche selon laquelle les négociations ne se déroulent pas par l'intermédiaire des médias, et la précision selon laquelle l'Iran demande davantage, s'alignent tous avec une stratégie où l'accord final serait inférieur à ce qui a été rapporté. Dans ce scénario, 20 milliards de dollars n'est pas le chiffre final. C'est une limite élevée utilisée pour faire paraître un accord réduit plus solide. La deuxième interprétation est que le chiffre est exact, que l'accord est proche et que le démenti vise à offrir une couverture politique. Le reportage d'Axios citait 2 responsables des États-Unis et 2 autres sources. D'autres médias ont confirmé certaines parties du cadre. Hassan Munir a été publiquement identifié comme médiateur. Des rapports indiquent que des représentants iraniens se trouvaient au Pakistan cette fin de semaine pour poursuivre les discussions. L'administration Trump a de solides raisons politiques de déclarer la guerre terminée avant que la hausse des prix du pétrole, près de 100 $ le baril, ne cause davantage de dommages économiques. L'Iran a également des raisons urgentes de mettre fin au blocus avant que les systèmes d'approvisionnement alimentaire dans les régions du Sud ne commencent à s'effondrer. Si un accord est conclu autour de 20 milliards de dollars, la contradiction politique est claire, mais gérable. Poursuivre la guerre sans accord serait plus dommageable pour les 2 parties. La troisième interprétation est plus instable. Elle suggère que l'accord ne sera pas finalisé à 20 milliards de dollars, parce que l'Iran pourrait exiger un montant plus élevé. CNN a déjà rapporté que l'Iran demande plus de 20 milliards de dollars. Le corps des gardiens de la révolution islamique, qui contrôle de grandes parties de l'armée et de la politique étrangère de l'Iran, a ses propres priorités internes et a signalé à la fois son soutien à un cessez-le-feu et son désir de poursuivre la résistance. Si les dirigeants iraniens concluent que Trump a davantage besoin de l'accord qu'eux, le prix pourrait augmenter. Si cela se produit, Trump devra choisir entre accepter un accord beaucoup plus important que le paiement d'Obama ou poursuivre une guerre qui affecte déjà l'économie des États-Unis plus que celle de l'Iran. Aucune de ces interprétations n'est favorable à l'administration. Elles mènent toutes à la même conclusion. La stratégie de pression n'a pas atteint ses objectifs dans le délai prévu. Il existe aussi une perspective interne iranienne qui a reçu une attention limitée dans la couverture médiatique des États-Unis. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, aurait fortement poussé en faveur d'une solution négociée. Il a averti que l'économie iranienne pourrait s'effondrer en 3 à 4 semaines sans cessez-le-feu. Les dirigeants du corps des gardiens de la révolution islamique se sont montrés plus résistants, voyant un accord comme une perte présentée en termes financiers. Les 2 groupes examinent le même document de 3 pages, mais l'interprètent de façon très différente. Le nouveau guide suprême de l'Iran,
Mojtaba Khamenei, dont le père a été tué lors de l'opération Epic Fury le 28 février, a tenté d'équilibrer ses positions tout en gérant l'impact politique du conflit. Il a approuvé le cessez-le-feu du 8 avril dans une déclaration et a promis des représailles contre les États-Unis et Israël dans une autre, toutes deux publiées dans un délai de 72 heures. Les deux positions demeurent actives en même temps. Cela reflète une contradiction interne claire au sein de la structure dirigeante iranienne, et tout accord doit composer avec cette contradiction sans la résoudre, parce que la résoudre obligerait l'un des deux camps à accepter une défaite publique, ce qu'aucun ne peut se permettre politiquement. Du point de vue de l'Iran, les 20 milliards de dollars d'actifs libérés ne sont pas considérés comme une concession. Ils sont vus comme un accès à des fonds que l'Iran estime lui avoir toujours appartenu. Le récit interne, soutenu par des médias alignés sur les gardiens de la révolution, et repris par le gouvernement civil pour des raisons différentes, affirme que la guerre a commencé alors que les négociations diplomatiques étaient encore en cours, que l'Iran a maintenu sa position jusqu'à une issue négociée et que la libération des fonds représente une compensation partielle pour les dommages causés. Sur le plan factuel, cet argument a une base. Les actifs ont été gelés par les États-Unis en 2010 à 8. Il ne s'agissait pas de paiements liés à des dommages de guerre. C'était des revenus iraniens restreints par les sanctions. Maintenant, le même argent vert circule dans la direction opposée parce que la guerre ne s'est pas conclue dans les conditions attendues. Revenons au 6 mars 2026. Trump a déclaré clairement qu'il n'y aurait pas d'accord avec l'Iran sauf une capitulation sans condition. Cette expression a un sens précis en droit international et en diplomatie. Elle renvoie aux conditions imposées à l'Allemagne et au Japon en 1945. Ce n'est pas un langage banal. Cela signale une position où un camp dicte toutes les issues. Maintenant, comparons cette déclaration à la situation actuelle. L'Iran ne capitule pas. L'Iran reçoit des fonds. Son stock d'uranium enrichi est transféré vers un pays tiers et non détruit ou éliminé. Son programme nucléaire devrait être mis en pause temporairement et non définitivement arrêté. Les 20 milliards de dollars ne sont pas une pénalité. Il s'agit de la libération d'actifs iraniens précédemment gelés par les États-Unis, rendus au même gouvernement que la guerre devait affaiblir ou renverser. Ce n'est pas une capitulation sans condition. C'est un cessez-le-feu négocié avec des conditions financières et le flux financier va de Washington à Téhéran. C'est ici que la comparaison avec Obama devient plus nette et non plus faible. Dans cette version, la capitulation sans condition semble vouloir dire que l'autre camp garde son gouvernement, déplace son uranium et attend le virement bancaire. Même au Québec, où l'hiver enseigne la patience, une telle définition aurait besoin d'un foulard et d'un traducteur très généreux. J'ai dit plus tôt que nous reviendrions aux détails concernant les personnes qui avaient géré le règlement de 2006. Voici ce détail. Le paiement approuvé par Barack Obama a été négocié par des avocats de carrière du département d'État travaillant auprès du tribunal des réclamations Iran-États-Unis. Il s'agissait de fonctionnaires et de professionnels formés, opérant sous des règles strictes en matière de conflit d'intérêts, des systèmes obligatoires de divulgation financière et les limites institutionnelles qui encadrent le travail officiel du service extérieur. Aucun d'entre eux n'avait de relation d'affaires personnelles avec les parties de l'autre côté des négociations. La négociation actuelle de 20 milliards de dollars, selon les informations rapportées cette semaine, inclut Jared Kushner comme participant clé. Les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre ont lancé une enquête sur de possibles conflits d'intérêts impliquant les activités commerciales de Kushner et son rôle de négociateur de paix pour l'administration. Le fonds d'investissement public saoudien a investi massivement dans la société de capital investissement de Kushner depuis son départ du pouvoir. Les Émirats arabes unis ont également fourni un financement majeur à son entreprise et participent discrètement comme observateurs à certaines parties des négociations actuelles. Tout accord qui modifie la structure économique du Moyen-Orient aura un effet sur chaque pays exposé à la région du Golfe, y compris les pays financièrement liés aux entreprises privées des personnes impliquées dans les pourparlers. Rien de tout cela n'est automatiquement illégal
Mais cela crée un conflit structurel qui sera examiné dans les audiences du Congrès, enquêté par les journalistes et documenté dans le dossier officiel de cette négociation. Lorsque ce dossier est comparé au règlement de 2016 qui avait été géré par des responsables de carrière sans lien financier privé, le contraste est clair et va dans une seule direction. 10 ans de discours sur l'argent vert sonne différemment lorsque le nouvel accord est 12 fois plus important et qu'il est géré par des personnes dont les investisseurs sont aussi directement liés à la région concernée. Pour comprendre comment cette situation est perçue à l'extérieur de Washington, il faut observer attentivement, parce que la prochaine phase de cette histoire dépendra de la réaction des gouvernements alliés. C'est là que Ottawa devient important d'une manière qui n'a pas été largement expliquée. En ce moment, dans un bureau situé à l'intérieur de l'édifice du Premier ministre sur la rue Wellington, une personne de l'équipe économique de Mark Carney examine des données mises à jour. Les chiffres de cet ensemble de données semblaient très différents il y a 72 heures. À ce moment-là, l'hypothèse principale qui guidait la politique énergétique canadienne était que les prix du pétrole au-dessus de $100 le baril se maintiendraient pendant plusieurs mois. Les sociétés de commerce japonaises devaient continuer à signer des contrats de gaz naturel liquéfiés à long terme. Les entreprises énergétiques sud-coréennes devaient continuer à augmenter leurs engagements d'achat. Le mouvement plus large qui poussait les acheteurs asiatiques vers les fournisseurs canadiens était considéré comme un changement structurel à long terme. Puis, le reportage d'Axios a été publié et les responsables à Ottawa, qui construisaient discrètement une stratégie autour d'une guerre prolongée, ont dû réévaluer leurs calculs. Au cours des 7 dernières semaines, l'économie canadienne a bénéficié d'une crise énergétique mondiale qu'elle n'a pas créée. Des prix du pétrole au-dessus de $100 ont généré d'importants profits pour les producteurs de l'Alberta. L'expansion de l'oléoduc Trans Mountain est devenue l'un des projets énergétiques les plus stratégiquement importants de l'hémisphère occidental. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne et l'Inde ont redirigé leurs achats d'énergie vers le Canada parce que le détroit d'Ormuz est effectivement fermé. Ce changement n'a pas seulement été une réponse temporaire. Il a marqué le début d'un changement plus large dans les chaînes d'approvisionnement, alors que les pays dépendants des importations ajustaient leur stratégie en temps réel. Si la guerre se termine cette fin de semaine, ce changement ne disparaît pas, mais l'urgence qui le soutient diminue, les prix du pétrole commencent à baisser. Les coûts d'assurance pour le transport maritime dans le Golfe reviennent à des niveaux normaux. La pression sur les pays importateurs d'énergie pour trouver des solutions de rechange à l'approvisionnement du Moyen-Orient se réduit. L'avantage que le Canada a gagné comme fournisseur stable, mesuré en prix, en durée de contrat et en volume total d'exportation devient plus petit. C'est la première façon dont le reportage d'Axios a influencé la réflexion à Ottawa. Il existe aussi un deuxième facteur qui compte encore davantage pour Carney personnellement. Pendant tout le conflit, Carney a soigneusement évité de critiquer directement Donald Trump. Il a utilisé un langage général comme toutes les parties et a évité de nommer les États-Unis lorsqu'on lui a demandé de réagir à des déclarations précises sur des cibles civiles. Cette approche a créé une pression politique à l'intérieur du Canada. Yves-François Blanchet l'a publiquement critiqué. Des membres du nouveau Parti démocratique ont également soulevé des objections. Pierre Poilievre a accusé le gouvernement d'éviter ses responsabilités sous l'étiquette de la diplomatie. La réponse de Carney est restée constante. Il a soutenu que Trump est imprévisible, que beaucoup de ses déclarations font partie de tactiques de négociation et qu'une critique publique directe pourrait accroître le risque d'escalade. Son objectif a été de protéger la position du Canada pour de futures négociations commerciales plutôt que de gagner un avantage politique à court terme sur la politique au Moyen-Orient. Si l'administration Trump conclut un accord de 20 milliards de dollars avec l'Iran pour mettre fin à la guerre, l'approche de Carney est confirmée d'une manière qui lui profite politiquement. L'argument devient simple. Les menaces faisaient partie d'une stratégie de négociation. Le résultat devait toujours impliquer un compromis et la décision du Canada de ne pas confronter son plus grand partenaire commercial a aidé à préserver son influence pour de futures négociations. Cette interprétation recadre les critiques précédentes comme une incompréhension et présente le silence du gouvernement comme une stratégie délibérée. L'équipe de Carney est pleinement consciente
de cette dynamique et est susceptible de la voir ainsi. Cependant, il existe aussi une conclusion plus difficile à l'intérieur de ce même résultat. Si les menaces faisaient partie de tactiques de négociation, si la guerre était toujours susceptible de se terminer par un accord négocié plutôt que par une capitulation totale, alors les conséquences du conflit prennent un autre sens. Le déplacement de 3 millions d'Iraniens, la mort de 170 personnes dans une école de filles près de Bandar Abbas le premier jour, la mort de 57 travailleurs de la santé au Liban et les dommages économiques subis par les pays importateurs d'énergie n'étaient pas le coût nécessaire pour arrêter un programme nucléaire. Ils étaient le coût d'un processus diplomatique qui aurait pu être mené sans conflit militaire si les deux parties avaient accepté plus tôt des conditions similaires. Aucun gouvernement allié, y compris le Canada, ne formulera publiquement cette conclusion. Cependant, c'est une conclusion qui apparaîtra probablement dans de futures analyses historiques. Chaque déclaration publique faite pendant ce conflit, des discours dans les forums mondiaux aux conférences de presse dans des villes canadiennes, sera examinée en comparaison avec le résultat final. Le gouvernement de Carney en est conscient, et c'est pourquoi, si un accord est conclu, la réponse canadienne suivra un schéma clair. Il y aura une reconnaissance discrète de la paix. Il n'y aura aucune discussion publique détaillée des conditions de l'accord. Il n'y aura aucun commentaire direct sur les contradictions. L'attention se déplacera rapidement vers les priorités nationales et économiques. Les efforts augmenteront pour sécuriser les bénéfices à long terme obtenus pendant la crise avant que les marchés ne reviennent à leur schéma précédent. Et aucun responsable canadien ne répétera publiquement l'expression argent vert, parce que l'utiliser en lien avec un accord de 20 milliards de dollars créerait une tension directe avec Washington et risquerait de nuire aux relations commerciales. Toute la stratégie de Carney au cours des 7 dernières semaines s'est concentrée sur l'évitement de ce résultat. En termes canadiens, ce n'est pas du silence. C'est de la diplomatie en bottes d'hiver qui essaie de ne pas glisser sur la dernière contradiction de Trump. Revenons maintenant à la question plus large, parce que c'est l'enjeu le plus important pour la suite. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'une puissance mondiale commence une guerre pour imposer une capitulation sans condition et la termine en offrant des concessions financières afin d'arrêter le conflit? Cette question dépasse l'Iran. Elle affecte la façon dont chaque pays évalue la stratégie des États-Unis en 2026. La Chine observe, la Russie observe, la Corée du Nord observe. Chaque pays allié, qui pourrait dépendre à l'avenir des garanties de sécurité des États-Unis, observe aussi. Le schéma qu'il voit est clair. Les États-Unis, sous l'administration actuelle, émettent de fortes exigences initiales, mènent une action militaire qui cause des dommages importants. Lorsque le coût de la poursuite devient trop élevé, se dirige vers un règlement négocié qui inclut des concessions financières. Cela ne crée pas une image de pression constante. Cela crée une image d'imprévisibilité coûteuse. Les effets à long terme de cette perception sont difficiles à mesurer exactement, mais ils sont importants. Les pays alliés pourraient hésiter avant de soutenir pleinement de futures positions des États-Unis, sachant que ces positions pourraient changer. Les pays adverses pourraient prendre davantage de risques en supposant que la pression pourrait être réduite par la négociation. Les pays neutres pourraient ajuster leurs décisions économiques à long terme en fonction de la possibilité d'une instabilité politique. C'est l'impact plus profond du chiffre de 20 milliards de dollars. Il se poursuivra longtemps après la libération des fonds, longtemps après le transfert de l'uranium et longtemps après que le cessez-le-feu aura tenu ou échoué de nouveau. Alors, que se passe-t-il maintenant? 3 issues possibles se développent, avec des probabilités qui changent chaque jour. Dans le premier scénario, l'accord est conclu cette fin de semaine autour du cadre de 20 milliards de dollars. L'Iran retrouve l'accès à ses fonds gelés. Son stock d'uranium est transféré hors du pays. L'enrichissement de l'uranium est suspendu pour une période limitée et non définitivement arrêté. Le blocus naval est levé. Le détroit d'Ormuz rouvre sous des systèmes de surveillance partagés. Les prix du pétrole diminuent même s'ils restent au-dessus des niveaux observés avant le conflit. Trump déclare victoire. L'attention du public se déplace rapidement et les questions sur les contradictions s'effacent en peu de temps. L'effet sur la crédibilité des États-Unis existe, mais il n'est pas immédiatement visible. Dans le deuxième scénario, les négociations ralentissent sur des détails précis.
L'Iran demande plus de 20 milliards de dollars. Les États-Unis refusent d'augmenter le montant. Les désaccords se poursuivent sur la durée de la suspension de l'enrichissement et sur la manière dont le transfert de l'uranium sera vérifié. Les pourparlers se poursuivent dans les semaines suivantes. Le bloc U reste en place.